Et nous allons accueillir sur scène à présent Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, professeure de philosophie à l'American University of Paris. Comme quoi on parle un petit peu anglais quand même. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Jérôme Doncieux introduisait cette session tout à l'heure en disant ce serait bien qu'on arrête de se dire bon courage. Et Cynthia Fleury, aujourd'hui, vient oser nous parler de courage et, ou plutôt, nous invite à refaire du courage une valeur centrale dans notre société. Alors Cynthia, pourquoi les Français sont pas courageux? Alors bonjour à tous. Alors c'est effectivement pas simple de passer derrière nos deux data journalistes qui ont parlé pas mal de sexe et puis l'autre personne qui a effectivement rappelé qu'il fallait faire une chose, c'était surtout ne pas dire bon courage. Il a raison. Il a raison parce qu'effectivement, moi j'ai essayé de montrer que le courage était un outil, pas simplement un outil de leadership. Classiquement, il est un outil de leadership. Les courageux sont des commençants, sont des pionniers, sont des gens qui ont une vision stratégique, ils emmènent, etc. Mais mon but, c'était pas simplement de rappeler cette vieille idée de l'outil de leadership, c'était aussi d'en faire un outil de régulation, ce qui est un tout petit peu différent, voire un outil de gouvernance. Un outil de régulation, c'était un courage d'une certaine manière plus ordinaire, plus quotidien, qui, à un moment donné, refuse de systématiquement faire une action en déniant le sens, les principes, etc. Donc le courage, c'était de revendiquer qu'à un moment donné, une théorie de l'action, ça pouvait s'appuyer sur les principes dans lesquels on croit. Voilà, tout simplement. Et cette manière de vivre le courage de façon beaucoup plus ordinaire, dans des temps non pas de guerre mais de paix, mais qui sont aussi bien évidemment des temps de conflits larvés, notamment économiques, notamment sur le terrain du monde du travail. Les anglo-saxons, qui ont été les premiers à aller dans ce management hyper libéral, etc., sont aussi les premiers à en être sortis et à l'avoir critiqué. Et ils ont défendu cette notion de common decency, c'est-à-dire de décence commune, et cette notion de décence commune, elle est défendue par le courage. Donc, en gros, moi j'ai voulu réinterroger cet outil de régulation qu'est le courage, à la fois pour dire, vous savez, il y a une seule et unique manière de protéger le sujet, c'est-à-dire nous, l'individu, c'est d'avoir du courage. Pourquoi? Parce que le courage protège le sujet de l'érosion du sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on croit tous que le prix du manque de courage, je ne vais pas aller dire la lâcheté, parce que c'est même pas ça, mais que le prix du manque de courage est moins cher à payer que le prix du courage. En fait, c'est faux. Le prix du courage est bien moins élevé pour le sujet que le prix du manque de courage. Donc ça, c'est la vérité pour le sujet, parce qu'il y a une seule et unique manière de protéger le sujet, c'est quoi? C'est de faire sujet. C'est aussi bête que ça, et faire sujet, c'est-à-dire être l'agent de sa vie, à un moment donné, ne pas renier ses principes, ne pas déléguer à autrui ce que l'on doit faire. Donc se protéger, donc il y a une vérité de l'autoconservation au travers du courage, et puis au niveau bien évidemment de la collectivité, bien évidemment le courage est protecteur des sociétés et de tous les systèmes collectifs. Alors avec ce paradoxe très compliqué qui est qu'il n'y a d'éthique qu'individuelle du courage, entre guillemets, c'est-à-dire que vous tous qui avez eu aussi, nous tous qui avons eu des moments de courage, nous savons à quel point nous sommes seuls à ce moment-là, et que bon, immédiatement nous sommes visibles et seuls, donc il n'y a de courage que seul, et en même temps, il n'y a de courage durable que collectivement. Sinon, on fabrique quoi? Des sacrifiés et des gens qui vont au front et qui à un moment donné se font dégommer ou que sais-je, et à ce moment-là, ça envoie un signal profondément presque contre-productif par rapport à ce qu'on essaye de défendre, à savoir cette idée que le courage est un outil de régulation pour nos sociétés, notamment pour les démocraties. Donc ma question, c'était de rappeler que c'était un outil de régulation, et deuxième temps, de montrer que ça s'apprend, que ce n'est pas quelque chose où il y a ceux qui ont le courage de façon innée et ceux qui ne l'ont pas, mais c'est quelque chose qui renvoie à de l'éducation, c'est quelque chose qui renvoie à de la mimétique, à de l'exemplarité, que l'exemplarité était quelque chose de collectif, c'est-à-dire nous fabriquons tous l'exemplarité, c'est un grand continuum. Et voilà un petit peu le sujet de
La fin du courage, d'un livre que j'ai écrit, mais plus globalement, des valeurs que nous pouvons aller chercher pour nous protéger individuellement et collectivement dans nos choix de vie et de société. Comment on en vient un jour à s'interroger justement sur les valeurs du courage? On en vient à s'interroger d'abord parce que ça s'inscrit dans un travail qui est plus long, de longue haleine. Cette question de la régulation en philosophie politique, elle a toujours été là. Alors, elle portait d'autres noms, c'est assez anachronique de dire qu'il y a une question de la régulation chez Tocqueville ou qu'il y a une question de la régulation chez Robespierre, etc. Parce que ce sont bien sûr des termes très contemporains, mais les philosophes politiques se sont toujours interrogés sur comment tiennent nos sociétés, sur quels principes elles s'organisent. Et c'est vrai que nous avons une tradition, je vais la faire très très courte, mais une tradition républicaine, notamment, on a d'autres traditions, mais une tradition républicaine qui est assez forte, une tradition républicaine révolutionnaire qui plus est, et qui longtemps a considéré que la manière dont se tenait une république, c'était autour de la vertu. La vertu, il fallait l'entendre au sens, bien sûr, du fait que la politique ne doit pas se découpler de la morale, en tout cas qu'il y a une probité publique, que la probité publique est quelque chose de très régulateur, mais aussi il y avait ce grand rêve, un rêve philosophique, d'une certaine manière, qui est l'en-deçà de la Révolution française, à savoir que la République s'édifie à l'aune, entre guillemets, de la raison avec un grand R, de l'homme avec un grand H, etc. Et bien sûr, nous savons qu'aujourd'hui, la régulation par la vertu est mortifère, puisque nous connaissons notre histoire, et donc nous ne pouvons pas, bien évidemment, appeler à cette régulation, même s'il y a une intuition tout à fait intéressante des révolutionnaires de savoir que, attention, bien sûr, nous n'allons pas non plus revenir à cette idée qu'il faut scinder la morale et le politique, c'est trop, là encore, mortifère, mais quand même, l'idée de penser que la probité publique est un socle pour la cohésion sociale, c'est tout à fait intéressant. Et puis vous avez une autre tradition libérale, elle, qui considère que, en fait, les hommes dysfonctionnent, que les hommes ne sont pas raisonnables, qu'il vaut mieux avoir une société qui marche sans la raison des hommes, en gros, mais avec leur passion, et qui régule la société autour de l'intérêt. Bon, mais moi j'avais le sentiment que réguler par la vertu, c'était improbable, et pas souhaitable. Réguler par l'intérêt, c'était inefficace. En tout cas, nous éprouvions aujourd'hui le sentiment quand même d'une faille par rapport à cela. Et la question, c'était de se dire, tiens, est-ce que le courage est une valeur à restaurer? Et est-ce qu'il peut être justement cet effort, cette exigence de soi, et ça nous rappelle quelque chose de la vertu, et en même temps, cette vérité de vouloir à un moment donné dépasser, parce que le courage a aussi à voir avec quelque chose qui est de l'ordre du désintéressement, de quelque chose de plus fraternel. Le courage, je vais le dire rapidement, c'est toujours trois choses. C'est, un, du lien avec du sens. Je ne renonce pas au sens, je ne construis pas une action en faisant le deuil du sens, donc le lien avec le sens, le lien avec les autres, c'est-à-dire, oui, très souvent, ça peut être un acte de rupture, un acte de résistance, mais c'est toujours pour préserver un lien de meilleure qualité avec autrui. Et puis, c'est un lien avec l'avenir, totalement aussi notre sujet, c'est-à-dire c'est un lien fondamentalement d'espérance. Il y a toujours cet affect très régulateur de l'espérance dans le courage, même si ça ne se dit pas forcément toujours comme ça. Donc, impératif de résistance, impératif d'invention, les deux, et non pas seulement l'impératif de résistance. Dernière question avant de laisser la parole à Jonathan. Est-ce que oser, c'est avoir du courage? Alors, on m'a souvent demandé ça parce que depuis, j'ai fait le Tour de France et de Navarre pour aller parler du courage, et ça a été d'ailleurs une expérience fantastique parce que tous les terrains se sont saisis de cette question, bien évidemment le terrain de l'entreprise. Est-ce que le courage est un outil de gouvernance? Est-ce que c'est l'outil? Est-ce que c'est la valeur des entrepreneurs, etc. Mais aussi les magistrats, les infirmiers, les enseignants, les policiers, les militaires. Voilà, il y a eu absolument une appropriation de ce sujet extraordinairement forte. Moi, je n'aime pas beaucoup le terme d'oser. Je ne suis pas une fanatique de ça. Je le trouve extrêmement marketé. En même temps, tous nos mots aujourd'hui nous sont volés. Il y a le courage tout à l'heure, bon courage. Bon, on voit bien le caractère comme ça désubstantialisé. Donc, après, ce sont des mots. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on met derrière. Donc, vous voulez l'appeler oser, audace. Moi, je ne suis pas une grande fanatique de l'injonction de l'audace, d'abord parce que voilà, il y a des grands timides qui sont des grands courageux, entre guillemets, et qu'il y a toujours... Le courage, c'est du froid sur du chaud.
hein. Donc, à un moment donné, ce qui est intéressant dans le courage, c'est le caractère de détermination, de stratégie, d'invention, plus encore que le caractère de mise en scène que l'on peut éventuellement davantage retrouver dans l'audace. Cynthia, je vais vous poser 3 questions. Je vais vous demander d'essayer d'y répondre du tac au tac. Ah, du tac au tac, allons-y. Alors, du tac au tac, mais les questions sont un peu compliquées pour répondre du tac au tac. Commence bien. Comment fait-on pour transmettre le courage? Ah oui, effectivement, oui. Et ça, c'est du tac au tac. Et c'est ça qui est compliqué dans cet exercice. Bon, allez. Bon, on va le dire, il faut être courageux soi-même, c'est plus simple. Avez-vous déjà manqué de courage? J'ai écrit un livre qui s'appelle La fin du courage, et donc je pense, entre guillemets, que à un moment donné, l'expérience de la fin du courage et du découragement est très souvent le premier pas vers une reconquête du courage. Excusez-moi pour la prochaine question. Ah. Je vous le dis déjà. Quelle est la dernière chose que vous avez pris avec peu de philosophie? Ces questions-là? J'ai manqué un petit peu de sang-froid, parce que qu'est-ce que j'ai pris dernièrement de peu de philosophie? Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'était juste pour le jeu de mots. Merci beaucoup Cynthia Non, Fleury. non, je vais répondre. Mon déménagement. Merci beaucoup.